Pourquoi? Parce qu'il y avait juste trop, puis j'étais fatigué mentalement. La campagne électorale, honnêtement, je ne l'ai pas vécue comme un échec. J'ai trouvé ça difficile. Je pense que j'ai fait 100 processus. Toutes mes décisions sont basées sur les valeurs que j'ai eues de mon père. La préparation, c'est la meilleure défense. J'ai fait des erreurs en tant qu'entrepreneur. J'ai pris des décisions que normalement, je n'aurais pas prises. La force d'un homme, c'est de sa capacité de se relever. Si tu n'es pas entrepreneur qui est capable d'apprendre sur le tas, puis être capable d'être réceptif, rapide, ceux qui me connaissent, me connaissent. Puis ceux qui ne me connaissent pas, il y a une raison. Sur le terrain pendant qu'il parle, je construis pendant qu'il rame. Build my circle like a fortress strong. Only real ones stay for long. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Oh, c'est loyal, loyal. Risk, dream big, hustle every day. We ain't stopping till we lead the way. Donc, Daniel Fini, merci d'être ici aujourd'hui avec nous. La table sans filtre. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir une conversation comme qu'on l'a quand tu viens chez nous au bureau, puis on a une petite rencontre derrière les portes, puis on se parle, deux personnes, deux humains qui se parlent normal. L'intention, c'est de permettre aux écouteurs de connaître des personnalités, des professionnels, des entrepreneurs, des politiciens qui sont dans la ville de Gatineau. Qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient la vision des années à venir à Gatineau, mais de façon qu'on ne marche pas sur des œufs. Donc, je vais te laisser premièrement t'introduire pour ceux qui ne te connaissent pas. Et pour ceux qui te connaissent, bien, ils vont avoir une chance de te connaître un peu plus. Avec plaisir. D'ailleurs, merci Alex pour cette invitation-là. D'abord, je suis un citoyen de Gatineau. J'ai habité toute ma vie dans le secteur Gatineau, le coin de Limbourg, entre autres. Mon père a toujours la maison familiale là-bas. Et puis, je me suis spécialisé avec le temps en communication marketing. J'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé là-dedans dans le secteur privé, dans le secteur public. Et puis, autant au fédéral qu'au municipal. Et je me suis beaucoup investi dans les dernières années dans des organismes à but non lucratif, sur des conseils d'administration de la région, des deux côtés de la rivière. Et puis, dernièrement, c'est à mon propre compte que je conseille des entreprises, des entrepreneurs en communication marketing, en développement d'affaires, en gestion de crise, des fois. Puis, on aura probablement l'occasion d'en discuter. Et ce nouveau volet-là, disons, d'entrepreneur, m'a aussi amené à une grande passion que j'ai depuis toujours, qui est la radio. Alors, j'ai la chance, depuis les dernières semaines, de commenter l'actualité municipale à la radio. Alors, je pourrais dire que je suis un spécialiste communication marketing, chroniqueur, ancien fonctionnaire et entrepreneur, d'une certaine façon. Il y a quelque chose d'assez important que tu as oublié, que tu t'es lancé, ça fait pas longtemps. Aussi. Dans l'investissement public, j'ai été au gouvernement fédéral. J'ai fait le saut au gouvernement municipal dans un cabinet, le premier cabinet de la première mairesse de Gatineau. Et quand elle a terminé son mandat un peu plus tôt que prévu, il y a eu beaucoup de réflexions de ma part et de la part des gens qui m'entourent. Et certains me disaient, mais pourquoi tu ne te lances pas? C'est une élection partielle. On a besoin de quelqu'un pour finir le mandat qui a été entamé. Et on me disait, tu connais les dossiers par cœur, tu étais dans le cabinet, tu pourrais être une bonne personne pour terminer justement ce qui a Finir le marathon. Oui, ce qui a été commencé. Puis, avec les idées que j'avais, la perspective, puis beaucoup de support, je dirais, des gens autour de moi. On dit, si tu te lances, on est prêt à te donner un coup de main. J'ai fait le saut. J'ai décidé de me lancer dans une campagne électorale à la mairie de la ville de Gatineau. Alors ça, c'était l'an dernier. Donc, une personne moins connue, évidemment, sur le terrain. J'étais toujours un peu en arrière-scène, à préparer les choses, les stratégies et tout. Et là, c'était nouveau, c'était de me mettre en avant-scène
et puis de proposer des choses pour ma ville. C'était toute une expérience, je dirais, de parcourir la ville d'un bout à l'autre, là, rencontrer les citoyens, puis il y a une job de vente là, à faire, de dire, ben Mais voici qui je d'ailleurs, suis, tu puis deviens voici. vendeur à la fin de la journée. Right? Il y a beaucoup Tu de dois ça. cogner les portes, tu dois rencontrer le monde, tu dois les convaincre pourquoi tu es la meilleure personne pour être dans le rôle, un des rôles les plus importants au niveau municipal. Ouais. On a eu la chance de parler à Mme Bellil, puis tu sais, des fois, on pense que la mairesse ou le maire vont avoir le pouvoir ultime, mais on réalise que c'est peut-être pas le cas. C'est vrai. Il y a un gros rôle d'influence. C'est beaucoup là que ça se passe. C'est de. Puis je suis d'accord avec ça, convaincre. La capacité aussi de mobiliser. Ça, je dirais que c'est très fort. Parce que quand on est en politique, beaucoup en entreprise aussi, c'est beau d'avoir de grandes idées, mais à un moment donné, il va falloir trouver des moyens pour le financer, des moyens pour le réaliser. Euh, dans le contexte de leadership, pour moi, il y a beaucoup l'idée de followship. T'as beau vouloir mener des choses, mais il y a du monde qui doivent te suivre en arrière, qui doivent te permettre d'opérationnaliser tes idées. Puis si tu n'es pas capable de les avoir, cette équipe-là, ben, tu n'iras pas bien loin. Donc, en politique, et quand on se lance en campagne électorale, c'est beaucoup ça. C'est d'être clair dans ses idées, de donner une direction, mais c'est aussi d'amener les gens avec nous, puis nous porter. Et ça, ben, c'est beaucoup dans l'écoute, c'est beaucoup dans le respect des autres, c'est dans la capacité de rassembler. Puis même une fois élu, je dirais, même si on est maire autour d'une table d'un conseil d'administration, tu n'es pas le seul à décider. Tu dois amener les gens avec toi. Des fois, c'est de les rallier. Des fois aussi, c'est se rallier à une idée. Puis il y a des fois du donnant-donnant. Donc, il y a beaucoup des différents jeux à utiliser pour arriver à nos fins. Oui, mais il y a une chose qu'on va se dire. La machine, elle bouge très lentement à Gatineau. Puis une des choses que souvent j'ai réalisées, c'est qu'on ne se dit pas les vraies choses. T'as-tu déjà lu le livre No Rules Rules? Non. OK. Je te recommande de le lire. Ça parle du culture chez Netflix. Puis comment Netflix est arrivé à devenir une des entreprises dominantes dans les dernières décennies. Puis majeur dans le divertissement, le monde télévisuel. C'est incroyable où ils sont rendus. C'est vraiment un game changer. Mais une des choses qui ressort beaucoup dans le livre, c'est de toujours communiquer avec le mot clé, là, c'est du candor. Puis le candor, c'est se dire les vraies affaires. La candeur. Oh yes. Donc, pour moi, je réalise une chose. Puis j'utilise ça dans mon entreprise. Je dis à mes employés, quand je te dis les vraies choses, tu sais, quand je te dis tu as droppé la balle ou tu as fini en dernière place, parce que on vit dans un monde où ce que première place, ça n'existe plus, il y a des trophées pour tout le monde. Donc, ça enlève la valeur de gagner. Puis, tu sais, je dis souvent que ça enlève. Moi, je trouve que ça, c'est des façons qui vont handicaper à long terme nos communautés, notre pays en total. La raison que je vois ça comme ça, c'est souvent, tu vas penser à une chose. Tu vas dire, tu es en train de décourager celui qui est prêt à s'entraîner jour et nuit pour gagner, puis tu es en train de donner un trophée à quelqu'un, mais au core, au profond de cette personne-là, bien, ils vont dire, j'ai eu une trophée de participation, mais je ne l'ai pas mérité. Puis il sait qu'il ne l'a pas mérité. Donc, on est en train de restructurer la façon qu'on pense au niveau de la vie un peu compétitif. Puis quand tu élimines ces barrières, quand tu crées ces barrières-là, moi je dis que c'est des barrières plus que d'autres choses, mais ça va aller en train de se bouleverser partout, que ce soit politique, que ce soit dans la vie de tous nos jours. Je veux dire, quand on commence jeune comme ça va se... Ça crée des habitudes. Ça va se répliquer ailleurs dans notre monde des affaires, sur toutes les scènes. C'est ça. Puis là, après ça, on regarde puis on dit, au niveau politique, il faut qu'on soit toujours diplomatiquement correct.
Faut pas dire des affaires comme qu'on pense réellement. Mais si on dit pas les vraies choses, comment qu'on va avancer les vrais dossiers? Comment Ouais. qu'on on peut aller à travers cette barrière-là? Tu sais, puis tu sais, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ça, parce que moi, je trouve que c'est un livre fascinant. Mais quand tu me permets de te dire les vraies choses, ça veut dire que tu connais comment t'améliorer sur les vraies choses. Mhm. Puis si je te dis pas les vraies choses, tu vas vivre dans un monde où ce que tu penses que tout est beau, tout est correct, mais qui avance pas. Oui. Ben, j'ai pas lu le livre en question, mais sur le concept ou, disons, la trame de fond, je peux voir des références. Oui, c'est vrai, plus jeune, on va récompenser un enfant parce qu'il a participé, pas nécessairement gagné. Ça, oui. Moi, des trucs plus spéciaux que j'ai vus, bon, j'ai 2 jeunes enfants maintenant. Euh, Certains sont invités dans des fêtes d'enfants et tout ça. Et quand c'est la fête de quelqu'un, ben, en fait, dans mon temps, c'était sa fête. C'était lui qui recevait les cadeaux. Maintenant, ben, tout le monde en reçoit, pour que ce soit égal. Incroyable. Je me dis, bon, ben, oui, parce qu'elle va pleurer. Puis ce bout-là, pour moi, je trouve ça plus particulier. Ça n'arrive pas tout le temps, mais j'ai vu ça. Mais dans le sport, par exemple, je vois quand même la performance qui est célébrée, là. On voit les Jeux olympiques encore, la détermination, la vitesse, c'est quand même honoré, puis c'est le meilleur qui gagne, dans le sens où c'est le premier qui arrive, il gagne. Il y a un ruban, il y a une course, c'est chronométré, tu es arrivé le premier à 1 millième de seconde avant l'autre, tu gagnes. Ça, c'est assez clair, ça existe encore. Puis une des choses que je vois dans le sport aussi, c'est que l'entraînement est super sérieux dans la plupart du temps. Les coachs vont te donner pas mal leur juste aussi, en disant ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Attends-toi pas de moi que je te dise que c'était merveilleux sur la glace ou sur le terrain, c'était pas bon. Fait que voici ce qui était pas bon. Voici le replay. Maintenant, on est capable de revoir nos games. Regarde, il était là, ça t'a pas bien joué le jeu, tu n'as pas respecté. Cette espèce de rétroaction presque instantanée, puis sur le fait, ça, c'est super bon, ça. Moi, quand j'ai eu des cours de radio, par exemple, je pensais que c'était merveilleux ce que je faisais, puis c'était extraordinaire. Quand tu suis le cours, là, c'était une école assez personnalisée, là, c'était des petits groupes. Le coach, il te revenait, non, ça, la prononciation n'était pas bonne, ici, tu n'étais pas assez vite, ça, l'idée n'était pas claire, ça, recommence ça. Puis des trucs que tu répètes 6, 7 fois. Le coaching, je trouve que dans certains domaines, dans certains cas, c'est très présent, c'est très là. Donc, Daniel, qu'est-ce que je comprends un peu, c'est tu es pour l'idée de se dire les vraies choses. L'authenticité, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas partout en ce moment. C'est vrai que ce qui va se dire bien souvent en avant d'une caméra ou devant un groupe, ce sera différent de ce qu'on va entendre de façon plus personnelle, là, de un à un. Ça j'en conviens. Mais est-ce que les gens ne sont plus honnêtes ou authentiques dans la vie? Moi, je suis un petit peu plus balancé là-dessus. Je vois des gens sur les réseaux sociaux, par exemple, auprès des élus, peu importe le niveau, les citoyens qui ne se gêneront pas de dire ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux, puis vont utiliser un langage extrêmement agressif, abrasif dans certains cas, insultant bien souvent. Des fois, même le choix des mots est plus fort que le message qu'ils veulent passer parce que c'est juste la charge que tu reçois. Ça, c'est très présent. Tu rencontres ces mêmes gens-là dans un événement, un 5 à 7. Ils disent rien. Non, ils vont te faire un beau sourire, puis ils vont te serrer la main. Puis peut-être une tape dans le dos, dire « lâche pas ». Ouais. Ça, on le voit. Est-ce que les gens ne sont pas authentiques? Ils le sont derrière un clavier, derrière un profil de médias sociaux. En personne, ils vont se garder une petite gêne. Est-ce que je voudrais cette même authenticité-là de réseaux sociaux en face de moi dans un événement avec cette même agressivité-là? Je pense pas. Je pense pas. Mais une balance. Mais de me donner une tape dans le dos puis me dire on lâche pas alors que on me traîne dans la boue de l'autre côté, c'est 2 poids, 2 mesures. Fait que ça,
je le vois très fréquemment, à tous les jours, en fait. Mais Dan, tu trouves pas que depuis un certain temps, ça, c'est des affaires que... Avant, il y avait plus d'honneur dans les affaires qu'on disait, puis peut-être à cause que le clavier puis derrière l'écran, et peut-être il n'existait pas. Donc, la frustration restait à l'intérieur. Donc, tu n'avais pas le choix d'aller Ou l'exprimer à vive en voix. cercle très fermé, mais oui, exactement. C'est sûr que une chose que j'entends souvent depuis que j'ai commencé à rencontrer le monde dans le podcast, tout le monde pense un peu la même chose. Puis je suis content de voir qu'on est capable de se dire les vraies choses à cause que on peut seulement inspirer le monde puis changer le monde si on se dit les vraies affaires. Puis Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que le monde peut entendre les vraies affaires. Puis, comme que je dis souvent, moi, je suis pas quelqu'un qui se cache derrière son doigt. Si j'ai quelque chose à te dire, je vais le dire. Peut-être que j'ai pas raison, mais tu vas avoir une chance pour me l'expliquer. Oui, puis cette façon-là nous permet d'évoluer comme personne, comme gestionnaire, comme entrepreneur. Euh, Puis il faut nourrir ça, là. C'est dans le choc des idées. Là, je me suis investi en politique plus active récemment, puis où j'assiste à des débats. euh, et c'est là, même comme électeur, que tu te rends compte, ah, ben j'étais d'accord avec ça, mais c'est vrai, l'autre apporte un bon point, puis ça forge notre réflexion, puis ça nous fait, je pense, devenir des meilleurs citoyens. Mais Cette confrontation-là mais c'est d'idées. le débat. Oui, C'est de pas, c'est de rendre beau le débat. oui. Tu sais, le débat, moi, je pense, c'est la démocratie, elle commence d'un débat. C'est d'être capable de s'exprimer des deux côtés, entendre qu'est-ce qu'un pense, c'est quoi sa vision de l'autre côté, puis après ça, voir, y a-tu quelque chose qui existe entre les deux? Mhm. T'as-tu une idée que je pensais pas puis j'avais pas compris qui pourrait être mieux pour moi? Puis on pourrait-tu l'élaborer un peu plus pour comprendre mieux? Est-ce que c'est toi qui vas me convaincre de tes idées? Mais c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on se permet de s'exprimer, de Mhm. s'entendre, Mhm. puis essayer de se trouver un juste milieu à quelque part. Oui, bien, juste milieu, j'ai réalisé avec les dernières années aussi, puis l'expérience, que souvent la vérité, elle va être quelque part un peu dans le milieu, là. Même deux enfants qui se chicanent, là, puis là, que tu arrives pour résoudre une situation. Tu écoutes la version de une, tu écoutes la version de l'autre. Qui dit vrai? Puis si surtout tu veux trouver une façon de clore la situation, de trouver une porte de sortie, souvent la vraie réponse ou la vérité va être quelque part dans le milieu, là. Fait que je pense, c'est d'être très à l'écoute. Je pense surtout dans le temps qu'on est, c'est de rester à l'écoute, d'écouter différentes perspectives des gens, puis de se faire une tête là-dessus. Puis souvent, ben, quand on a des courants plus d'un côté, ben, c'est pas de juste être dans cette chambre d'écho-là, là, puis de juste écouter d'un bord, de s'exposer à autre chose, d'écouter différents médias traditionnels ou même en ligne pour se faire une tête, puis rester un petit peu, je dirais, alerte de ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, je pense, parce que les espèces de chambres d'écho, comme on appelle, là, nous permettent trop souvent de tomber dans juste un courant d'idées. Puis avec mes enfants, je vais essayer de les amener à ça, écouter différents postes de radio, différentes plateformes, d'avoir des discussions honnêtes et franches avec eux autres, d'être exposé à différents types de personnes aussi. De discuter pour ce qui se forge une idée, mais qui ne reste pas pris juste d'un bord. Mais ça, c'est toute une conversation qu'on pourrait commencer sur, tu sais, dans le sud du Canada, on a les États-Unis, puis tu sais, on entend souvent le président dire les fake news, le fake news. Puis tu sais, veux pas, il y a quand même, il a fait réfléchir la population que oui, il y a du fake news. Puis deux, peut-être c'est pas tout du fake news, par exemple. Ça, c'est un. Deux, c'est
qu'est-ce que tu suggères exactement pour un citoyen qui veut prendre des bonnes décisions, comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa communauté? Est-ce que on devrait regarder les nouvelles uniquement? Est-ce que c'est les radios? C'est-tu les médias sociaux? Parce que Varié. dans les médias sociaux maintenant, avec le AI, des fois, on ne sait même pas si c'est la vraie personne qui dit les vraies choses. Ouais. Puis malheureusement, on a des citoyens qui se lancent directement à Ah, il a entendu son politicien favori dire quelque chose qui était 100% AI, mais il ne l'a pas validé, il ne l'a pas vérifié. Tu sais, des fois, on va voir sur les nouvelles, une telle chose était non coupable pour des charges criminelles. Mais c'était juste un article qui était écrit sur X par quelqu'un qui n'est pas vrai ou un bot. Mhm. Puis là, il commence à écrire Ah, mon gars, il est pas coupable, titita, tatata. Puis là, il est content. Puis ça, finalement, c'est qu'il est encore chargé. Mais tu as pris la mauvaise information, puis tu l'as pris tout court. Puis malheureusement, on a des citoyens qui vont lire une phrase, puis ils vont sauter dessus, puis s'en vont vers se débattre pour leur personne à qui ils croient. Ils ont une conviction réelle envers cette personne-là. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas regardé ailleurs. Puis c'est quoi le vrai fax aujourd'hui? Mhm. Tu sais, Le temps d'attention est très court maintenant. On est dans la rapidité. Les clips, les shorts, sur les réseaux sociaux, c'est là pour quelque chose parce que le niveau d'attention est très restreint. Alors, je t'envoie une petite clip, puis je t'en repousse un autre. Puis il y a les algorithmes qui disent Ah, tu as regardé celle-là, peut-être t'aimes ça, donc je vais t'en envoyer d'autres. Et on est dans le vite consommé. Ça, c'est un risque, c'est évident. Même en politique, quand tu t'exprimes ou tu réagis à une situation, le journaliste tend le micro, pose une question, peut-être tu peux répondre pendant 30 secondes. Là. Tu donnes une réponse de 30 secondes, mais la fameuse clip qui va être retenue, bien, elle va être à peu près de 6 secondes. Et quand on compare avec des reportages de plusieurs années dans les archives, les gens avaient un petit peu plus de temps pour s'exprimer. Alors, c'est toujours la guerre, la clip de 4-6 secondes. Puis, ça peut souvent être mal mis en contexte. Ça, c'est un des dangers. Puis le deuxième, je pense pour n'importe qui, toi, moi, nos collègues de travail, nos amis, c'est de tomber sur des nouvelles qui ne sont pas tout à fait vraies, ou qui c'est des demi-vérités, ou c'est de l'interprétation. Les salles de nouvelles des grands médias ont été réduites considérablement. Les modèles financiers, modèles d'affaires des entreprises de médias ont changé. La publicité, c'est plus la même chose. Les réseaux sociaux en ont amené d'autres. Tu as de plus en plus une fine ligne, je dirais, entre journalistes, chroniqueurs, analystes, influenceurs. Ça se mélange tout, même dans les médias traditionnels, puis c'est difficile de faire la part des choses. Mais si tu pouvais suggérer une solution, ben, c'est de varier ses sources autant que possible. Tu sais, quelqu'un qui dit Ah, telle personne, tel président a dit telle affaire. C'est-tu vrai, ça? Là, tu fais une autre recherche. Tu essaies de fouiller un petit peu juste avant de repartager cette nouvelle-là. Je pense que de plus en plus, on va avoir comme citoyen une responsabilité. Avant de commenter, avant de partager un contenu, juste t'assurer, c'est-tu vrai, ça? Ou, tu sais, ça a-tu de l'allure? Je pense de plus en plus, puis ça va être difficile de décoder ce qui est vrai et faux avec les nouvelles technologies d'AI. C'est de plus en plus perfectionné. Je suis impressionné moi-même. Sincèrement, c'est intense. Oui. Puis il faut éduquer nos enfants là-dessus, de faire attention. Puis pas juste nos enfants, même eu des discussions dernièrement avec ma propre famille, même pour les... On a des parents vieillissants, tout ça, on veut les protéger, mais un appel qui sonne, puis on imite ma voix, puis on demande de l'argent. Comment une personne
plus vulnérables, plus âgés, moins alertes à ces nouvelles technologies-là, peut être protégé de Mais pour... l'arnaque. Tu sais, Ouais, c'est possible, ça. Hein, c'est pour difficile. moi, Daniel, je suis d'accord avec toi dans le sens que, tu sais, il faut trouver une solution pour protéger de cette nouvelle technologie qui est en train c'est en train de s'évoluer en même temps qu'on est en train de se Ah, parler. bah oui. Même C'est j'entendais rapide, là. ChatGPT, là, aux 2 jours et demi, l'algorithme change, il se perfectionne. Alors, dans 6 mois, on va être où? C'est ça. Mais quand on est capable de cloner la voix de quelqu'un, de lui faire dire à peu près n'importe quoi, c'est plus juste les politiciens ou les personnes plus connues là, qui sont vulnérables, mais c'est un petit peu tout le monde. C'est ça que je dis. Fait que tu sais, il y a une éducation, je pense, faut sensibiliser. Il faut être sensibilisé puis sensibiliser notre monde à être sensible à ça. Là, puis, je sais pas. Mais moi, je trouve que toute chose, tout problème, il y a un besoin d'une solution. Ce problème permet à un entrepreneur à venir au monde. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a des idées, selon moi, pour une création des entreprises qui permet à Authentifier. Ouais. authentifier effectivement euh, les voix, les images? Donc, moi, je pense que toute chose qui commence avec un problème, ça crée une opportunité Ah, pour un entrepreneur de créer une solution. Puis c'est- cette solution, ça devient la business, le modèle de business. Tu sais, souvent, moi, je vais dire, tout entrepreneur, ils ont besoin d'avoir une vision. Puis cette vision, ben, te permet de créer ton entreprise. Puis si tu as la vision de voir où est-ce que la technologie s'en va, ben, ça te permet de créer la solution à cette problématique. tu as bien raison. Quand, quand j'étais plus jeune, puis on essayait de choisir, essayait de penser, on te demande en secondaire 4, 5, c'est quoi tu veux faire plus tard? Parce que là, il faut que tu décides, là, parce que c'est tes choix d'études, là, dans quel programme tu te diriges. Tu as une idée de dans quoi je veux m'en aller? J'avais des amis qui me disaient, ben, c'est quoi la job la plus payante? Puis je vais m'en aller là-dedans parce que moi, je vais être riche. Moi, j'avais une perspective différente. Je me peut-être créer notre propre job, puis peut-être je vais pouvoir devenir. Enfin, même, est-ce que devenir riche, c'est quelque chose d'ultime qu'il faut dans la vie ou c'est autre chose? T'sais? Fait que, là, il y a des valeurs là, qui s'entrechoquent à ce moment-là, mais une des choses qui m'a frappé, c'était l'orienteur qui me disait, ou même des articles qui sortaient, là, qui donnaient les emplois qui seront valorisés dans le futur. Puis, il y avait une ligne là-dessus qui disait probablement que la moitié n'existeront plus dans 20 ans, puis ça va être remplacé par d'autres choses qui n'existent pas maintenant. Mais tu sais, des gestionnaires de contenu, ça n'existait pas, ça, il y a 20 ans. Là. Un animateur de communauté en ligne, c'est qu'il y a plein de jobs qui naissent avec l'évolution des technologies. Puis, je dirais aussi avec des solutions apportées par des entrepreneurs qui voient une opportunité, une occasion d'affaires dans tel type de technologie, qui vont créer des nouvelles jobs. Et c'est super dynamique. Puis ça, j'aime ça, moi. Fait que est-ce que mes filles, dans 20 ans, quand ce sera eux d'être sur le marché du travail, vont occuper des emplois qui n'existent pas maintenant? Oui, c'est sûr. Oui, mais moi, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, encore moi, je le vois toujours d'une vision entrepreneur. Cette évolution de technologie apporte une incertitude. Mais quand tu es entrepreneur, autre qu'une vision, tu es souvent quelqu'un qui vit dans l'incertitude. Tu dois être capable de vivre dans l'incertitude de façon permanente. Puis ces technologies qui sont en train d'évoluer, mais en même temps, tu dois être capable d'avoir l'intelligence, être assez agile pour faire le changement qui vient avec le besoin de ces changements technologiques. Donc, effectivement, comme tes filles, moi aussi j'ai 2 filles, donc j'ai hâte de voir ça va être quoi le monde
quand que mes petites filles de 1 an, 3 ans vont être rendues dans leur vingtaine. Ouais. Et si ça change aux 2 jours et demi, la technologie de ChatGPT, exemple, ben, quand que ma plus vieille va avoir 20 ans, ça va avoir changé pas mal. Oui, puis même la façon dont ils vont faire leurs études. Tu sais, je me souviens de la petite recherche, moi, sur le koala, là. J'avais des encyclopédies Grolier que mon père, ma mère avaient achetées, là. Tu sais, on ouvrait ça, le premier livre, on regardait l'index, puis pour les renards ou le koala, c'était le livre 13 à page 27. Fait que là, on allait rechercher le livre. On était loin d'Internet. Quand je suis rentré fin du secondaire, début collégial, là, l'Internet arrivait. Ça, on a l'impression que c'est là depuis tout le temps, là, mais c'était nouveau. Là. Tu sais, tu fais une recherche de papillons, puis tu en as 28 000. Là, c'est extraordinaire. Mais nos filles, ils n'étudieront pas de la même façon. Là. Je veux dire, avec les outils qu'ils ont dans la main, le téléphone, l'intelligence artificielle, ils vont l'avoir dans l'oreille, dans le monde. Ils sont nés avec ça. C'est évident qu'une fois rendus sur le marché du travail, puis même dans le courant de leurs études, ce sera transformationnel, ça, pour eux autres. Mais une question, moi, que j'ai pour toi, ton père est entrepreneur, tu es entrepreneur. Juste entre la génération de ton père et la tienne, quel genre de compétences tu penses qu'un entrepreneur a besoin de développer maintenant pour être l'entrepreneur de demain, pour suivre le rythme? Est-ce que tu vois une évolution dans ce que ça prend comme entrepreneur ou c'est à peu près la même chose? Bien, je trouve que c'est excellent comme questionnement ou même réflexion à avoir aujourd'hui. Moi, souvent, je dis, quelqu'un qui dit qu'il ne connaît rien, tout le temps, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre quand il est un chef d'une entreprise. Puis, le plus que je te dirais que moi, personnellement, je suis exposé à des changements, le plus que je réalise que je ne connaissais pas tout. Puis, je te dirais que ce changement-là, ça fait en sorte que tu te permets de prendre un recul, voir que qu'est-ce que j'ai appris de mon père dans les débuts 2000, ils ont tous été utiles pour la fondation, dans la création de comment je vais penser aujourd'hui, mais de façon plus agile, plus rapide et avec l'infiltration de la technologie qui est rentrée. Donc, j'ai eu cette opportunité. Mais moi, j'ai appris la technologie à la phase, mettons, moi je dis les années 90, les enfants 90, on était les plus chanceux. On a connu jouer dehors, puis attendre la lumière pour retourner à la maison. Oui, oui. Ben, moi, j'ai connu ça aussi. Right? Ouais. Les flip phones jusqu'à des iPhones. Ouais. Donc, on n'est pas complètement déconnecté, mais on n'est pas complètement au même niveau des jeunes aujourd'hui qui sont nés dans les années 2000. Donc, je te dirais... 2020, là, tu sais, même là, c'est ça, là, il y a des 20 ans encore. Effectivement. Donc, je pense que c'est sûr qu'à la 3e génération, qu'il va y avoir toute une autre façon de faire en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur. Mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est la fondation ne change pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'être entrepreneur, souvent, c'est pas juste de connaître comment prendre la décision ou la technologie ou résoudre un problème, c'est d'avoir des valeurs. Puis pour moi, j'ai réalisé que les valeurs que mon père m'a données, même si je connais tellement plus au niveau de la technologie aujourd'hui, toutes mes décisions sont basées sur les valeurs que j'ai eues de mon père. Puis même si ma fille va être devancée de moi par 20 ans de connaissances de technologie, mais j'espère être capable d'instaurer ces mêmes valeurs-là pour mes filles. Tu sais, le respect, la loyauté, avoir une parole, maintenir une parole. Juste de maintenir une parole, je trouve que c'est comme, tu sais, souvent, là, je rencontre des entrepreneurs puis ils me disent une serrée de main, là, c'est rendu, ça n'a plus de valeur ou quoi? Moi, je peux te dire, si tu serres ma main et je te regarde dans les yeux, c'est sûr que je ne changerai pas ma parole, même si ça me coûterait mon entreprise au complet. À cause que, à la base, les ententes sont basées sur la confiance, puis la confiance, c'est sur tes valeurs puis qui tu es en tant que personne. Tu sais, tu dis,
on a encore la maison de ton père Ouais. dans la famille, mais Ouais. tu les gardes à cause qu'il y a des moments importants pour la famille, Mhm. puis tu veux pas le perdre. Donc, tu es attaché à cette maison, de regarder dans la chambre, voir qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune. Mais moi, je pense que ces mêmes choses-là, c'est juste au niveau intellectuel, d'être capable d'être assez intelligent, de garder ces valeurs culturelles Mhm. que tu as eues ou qui ont été instaurées par ton père, ta mère, puis être capable de continuer à passer ces valeurs de génération en génération. Je ne sais pas si ça répond un peu, là, Ouais. mais c'est comme ça que fait je que le vois. finalement, les valeurs, c'est la fondation. Puis tu parlais d'être plus rapide, plus agile avec les technologies. Je pense qu'il le faut, là, être capable de faire face aux changements, puis être capable de se déplacer, de bouger, de pivoter rapidement. Ça, c'est encore plus fort maintenant. Probablement que pour la prochaine génération, ça va être la même chose. Il faut que les valeurs de base soient très fortes. C'est ça ta fondation. Puis je pense qu'ils devront être encore capables de pivoter le plus vite possible parce que le rythme, il va être encore plus effréné, moi, je pense. Puis probablement aussi, puis c'est un lien avec le concept de ton podcast, l'authenticité, la candeur, tout ça, mais tu sais, on faisait des parties plus jeunes, puis ça restait là. Maintenant, tout est filmé, tout est archivé dans nos téléphones. On est à une photo, une vidéo près Un scandale. d'un scandale, puis ça peut ressurgir à n'importe quel moment dans un autre contexte. Ouais. Et ça peut tout te faire perdre, là. Ta réputation, ta job, ton argent, peut-être des enjeux avec ton entreprise. Avec ça, je pense que la prochaine génération d'entrepreneurs va être encore plus exposée à ça. Il y a une grande sensibilité. Puis je trouve ça un petit peu dommage parce que le fun qu'on a peut-être eu dans certaines parties de notre vie plus jeune, ben, est resté là, tu sais, puis est dans nos têtes, dans nos mémoires. Mais pour nos enfants, ben, ça Ils va vont avoir marcher été sur des œufs. documenté. Ouais. Puis il va y avoir un petit peu moins de pardon. Il y a beaucoup d'exemples dans les derniers temps là, où on a vu des trucs qui s'effondrent. Ça s'effondre là, parce qu'il y a eu une révélation, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Tu as un peu moins de chance. Mais comme un peu, il y avait un PDG d'une entreprise dernièrement là, qui a fait les nouvelles. Il était à Un concert de Coldplay. Ouais. Puis là, ben, il a perdu sa job, puis tout à cause qu'il était en train de... Il s'est fait prendre avec quelqu'un d'autre de son Ben, il s'est entreprise. retrouvé sur le Jumbotron, Ouais, sur tu l'écran. peux pas avoir plus gotcha. Puis ça a été filmé. Mais je vais à dire une plusieurs- chose, peut-être tu vas être d'accord, peut-être non, mais moi, je suis contre cette femme. Tu sais, ça, c'est une décision personnelle qu'il a prise. Puis ça, c'est une décision qui doit être gérée Laquelle? entre... d'être D'être à un concert avec une autre quelqu'un d'autre. personne. Oui, c'est ça. Mais à la base, c'est une décision personnelle qu'il a prise. Ouais. Puis c'est une décision qui doit juste affecter au niveau de la famille directe, mais pas son emploi et son entreprise. Ben, c'est à ça que j'en venais. C'était que de plus en plus, on voyait pas ça autant que ça avant, mais maintenant, écoute, il y a même un procès en ligne qui est fait. Là. On y a fait, je sais pas ça, justice, mais on l'a condamné de façon assez expéditive. Jusqu'à un moment, j'ai pas compris, là. Ouais. Il y avait peut-être de l'infidélité Semble-t-il. semble-t-il. Ouais. Mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est comme s'il y aurait eu une meurtre, c'est comme s'il aurait volé il était son... condamné. Il est mort, ce gars-là. Là, tu sais. Oui, publiquement, là, on l'a assassiné presque. Là. On exigeait des lettres. Il y en a qui sont allés fouiller dans sa vie. La femme de cet individu-là est obligée aussi de publier des trucs de façon publique. Oui, dans un autre temps, ça aurait été un cas peut-être plus personnel. Et maintenant, ben, c'est l'entreprise qui perd de la valeur, c'est la pression des actionnaire pour qu'ils démissionnent, c'est le couple qui s'effondre, c'est Les enfants qui sont affectés. les enfants ridiculisés à l'école. Et aussi, il y a une trace presque permanente de cette affaire-là
dès qu'on tape le nom de l'individu sur Internet. Alors, les conséquences de quelque chose qui était peut-être plus anodin à l'époque, et là, en tout respect sur fidélité ou non, là, ça ne m'appartient pas, là, mais de l'histoire, ça, en tant que tel, c'est un élément, mais ce que je veux dire, c'est ce qui aurait pu rester du côté plus personnel à l'époque, finalement, a détruit complètement une personne, à tort ou à travers. Là. Ça aussi, je ne commande pas ce bout-là, mais le résultat, ça a été ça. Le PDG... Mais tu penses que c'est quoi que ça prendrait pour des entrepreneurs aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour se protéger de cette nouvelle façon d'être exposé au grand public? Oui, bien, et c'est là tout mon point de tout à l'heure, puis je trouve la progression de la discussion est intéressante. Je ne pensais pas qu'on était allé pour aller là, mais c'est super intéressant. C'est qu'un entrepreneur d'avant, c'était une chose. L'entrepreneur de maintenant, il y a un gros reality check. Puis l'entrepreneur de demain, qui n'est pas très loin, il va falloir qu'il conjugue avec ça. Ça veut dire que mon image personnelle, professionnelle, d'entrepreneur, de père de famille, de gars célibataire à un moment donné qui a fait des parties, tout ça va être un tout, puis peut faire tomber un gros pan de ta vie. Là. On a vu des conséquences, l'exemple qu'on donnait. Alors, les jeunes qui grandissent maintenant, exposés aux réseaux sociaux, à l'intimidation dans certains cas, ils grandissent avec ça. Puis une fois entrepreneurs, ils devront aussi conjuguer avec tous ces types de contenus-là. Mais Daniel, aujourd'hui, tu joues un rôle de consultant pour plusieurs entreprises ou des organismes à but non lucratif. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu donnerais comme une solution aujourd'hui? Comme tu dirais, si je serais... Moi, là, je t'appelle sur le téléphone un samedi à 9h30, puis je te dis « Hey Dan, j'ai besoin de l'aide », mais à la place de te demander quelque chose comme sur un projet, je te dis « Je sais pas, je veux m'assurer de protéger mon image, mon brand, mon entreprise, des décisions potentielles que je peux faire. » Toi, aujourd'hui, tu le verrais comment? Tu sais, c'est quoi la solution que tu pourrais suggérer aujourd'hui? Au moment où quelqu'un appelle, là, est un peu en gestion de crise, bien souvent. Là, et ça, il y a une autre façon d'intervenir à ce moment-là. Mais la meilleure solution, c'est toujours de te préparer en conséquence. Ça veut dire, et c'est là que ça rejoint un peu le sujet de ton podcast, c'est que peut-être beau être authentique, c'est quoi l'expression que tu utilisais, là, qui vient du livre? Candeur. Beaucoup de candeur, puis de dire ce que tu penses à voix haute, puis de le dire dans tous les forums possibles, sans retenue. Bien, dépendant à qui tu parles, puis le public, ça se peut que ça offense, ça se peut que ce ne soit pas bien reçu. Et là, il y a des risques potentiels. C'est de dire quelque chose sur une certaine communauté, autour d'un verre dans un bar, c'est une chose. Mais là, de le dire en clip vidéo, qui peut être partagé de façon exponentielle, ça en est une autre, ça. Ça se peut que des employés soient moins d'accord avec cette pensée-là. Ça se peut que des investisseurs soient réfractaires aux conséquences d'un geste ou d'une parole. Pas mal tout le monde là, est un petit peu sur le nerf là, quand on sort un petit peu trop du cadre. Donc, la préparation, c'est la meilleure défense. Puis je dirais d'être conscient de ce qui se passe, de faire un peu attention quand même, parce que ça va nous suivre, ça. Fait que les grandes déclarations, tout ça, puis les réactions un petit peu trop vives, puis spontanées à quelque chose qu'on a lu, qu'on a vu, ça peut amener des risques. Fait qu'il faut être un petit peu prudent. Est-ce que ça enlève de l'authenticité, de la candeur? Ben, peut-être un petit peu, oui. C'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui
qui joue le jeu de, ben, quand je suis exposé, je vais être plus réservé. Puis en tête à tête, je dirais ce que je pense. Ouais, on dit souvent derrière la porte fermée, on est capable de se dire les vraies choses. Ouais. Bon, en diplomatie, tu sais, j'ai des dossiers là-dessus aussi, puis c'est là toute la force, là. Souvent, il y a beaucoup de choses qui vont se régler en arrière-scène. Il y a des choses qui vont se dire, des trucs très francs. Puis après ça, quand on sort, on se serre la main, on signe notre papier, on s'est entendu, c'est beau. Est-ce que les gens ont besoin de tout savoir ce qui s'est dit nécessairement pour arriver à cette entente-là qui va, dans certains cas, sauver des vies, mettre fin à la guerre, conclure une entente quelconque? Je pense pas qu'on a besoin de tout savoir. Puis il y a des choses qui se disent peut-être dans un certain contexte qui ne se disent pas dans d'autres. Mais il va y avoir une... Je pense qu'avec l'évolution des technologies et à la vitesse que ça va, d'avoir une certaine retenue, puis de faire attention à ce qu'on dit, de s'auto-gérer à ce niveau-là, ça va être la meilleure défense pour la suite des choses. Est-ce que tu penses que, tu sais, on a des formations, stratégie, plan d'affaires, ressources humaines, tu sais, peut-être ce serait le temps d'amener des formations tu sais, chez Loyal, on a décidé, même si les règlements contractuels qu'on a avec nos partenaires ne nécessitent pas certaines formations, nous, en tant qu'organisation, on a pris la décision de faire des formations supplémentaires pour augmenter la valeur donnée à nos partenaires. Donc, exemple, on a une formation du savoir-être, une formation approfondie au niveau de le transport à mobilité réduite. Mais peut-être, encore une fois, peut-être c'est une opportunité pour la formation de comment gérer ces crises, ou peut-être pas juste des crises, mais comment être proactif pour te protéger sur ton brand, sur la place publique. C'est sûr que s'il y en aurait une, je pense que moi, je serais quelqu'un qui aurait besoin d'aide à ce niveau-là, parce que des fois, j'ai une rapproche, tu sais, que je vais dire les vraies choses tout le temps, puis je suis trop direct. Puis peut-être ça peut me nuire à une certaine place, mais je sais que je vais donner un exemple. Il y a une fois où j'étais assis autour d'une table, puis on parlait d'un sujet, puis j'avais une opinion qui était contre l'ensemble des personnes qui étaient assises alentour de la table. Puis il y a un de mes amis qui vient me voir, puis il va me dire, tu sais, Alex, tu as une opinion, là, mais tu sais, des fois, il faudrait que, tu sais, juste change ton opinion un peu là, pour suivre la chambre ou lire la chambre un peu mieux. Ouais. Ça peut aider, parce que tu sais, tu te fais pas des amis en disant certaines choses. Ouais. Mais j'ai dit, puis je me rappelle, ma phrase était claire, j'ai dit, ceux qui me connaissent, me connaissent. Puis ceux qui ne me connaissent pas, il y a une raison. Donc, s'ils vont me juger pour mon opinion, tant mieux pour eux. Puis ceux qui me connaissent, ils savent à l'intérieur c'est quoi mes vraies pensées, puis comment je pense envers les autres, puis c'est quoi mes vraies émotions. Donc, c'est pour ça que je te dis, peut-être j'ai besoin d'une formation. Mais tu sais, quand j'ai fait ma maîtrise un petit peu sur le tard. Moi, je fais Executive MBA à Telfer. J'avais 38 ans. Et puis... En passant, j'ai commencé mon MBA, puis après ça, j'ai arrêté. Mais j'ai commencé à Telfer à faire mon MBA, puis j'ai arrêté. Puis pourquoi tu t'es inscrit? Honnêtement, pour toutes les mauvaises raisons. J'ai pas de papier, de diplôme, donc j'ai aucun papier universitaire. Ouais, je voulais juste un papier. J'ai un de mes meilleurs amis, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Mais un de mes meilleurs amis il me disait toujours, mais tu sais, lui, il a une maîtrise, lui, il a un doctorat, lui, c'est un expert dans ci, ça, puis je te jure, c'est mon ami, il entend ça et c'est exactement de qui je parle. Et puis lui, il va se reconnaître. Ouais, et puis lui, il a une maîtrise. Puis, tu sais, je me rappelle, on a eu un argument au tout début de Uber, puis l'industrie du taxi, puis comment ça marche, puis tous ces trucs-là. Puis j'avais raison, mais à cause que je n'avais pas une maîtrise ou un doctorat, mais je ne suis pas un expert. Ça fait moins crédible. Oui, mais moi, je pense que l'école de la vie, puis tu sais, moi, je prendrais n'importe qui a une maîtrise, qui n'a jamais été entrepreneur, je le mettrais à ma chaise, puis je te gage qu'il va rentrer l'entreprise dans un mur. Parce que cette expérience, elle n'a aucune valeur. Tu sais, es en train de vivre
je me rappelle, j'ai dit à la BDC, j'ai des consultants, puis j'ai dit, j'ai commencé ma maîtrise l'année passée à faire ça. Puis il m'a dit, pourquoi? Il dit, tu as comme 25 maîtrises. Il dit, tu es un entrepreneur qui est PDG d'une entreprise de développement, de construction de bâtisses, de logement, pas commercial. Tu es un entrepreneur de transport et de logistique. Tu es un entrepreneur qui est allé au Vietnam, il est revenu avec une entreprise de développement technologique. Tu as à peu près 500 personnes entre les deux à qui tu travailles avec. Il dit, quelle maîtrise que tu vas aller chercher? Donc, pour répondre à ta question, j'avais commencé pour toutes les mauvaises raisons. Donc, je voulais juste avoir le papier de la maîtrise puis l'envoyer chez mon ami, puis il dit, tu peux l'ajouter à la tienne. Mais, quand j'ai commencé, je pouvais pas... Je me sentais comme si j'étais en train de reculer 10 ans en arrière. Là, mon erreur, c'est que peut-être j'ai juste fait 3 samedis. Puis, tu as tiré sa switch je pense que j'ai tiré trop vite. vite. Je ne suis pas contre les études. Je ne pense pas que c'est une nécessité dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Avec la technologie qui existe aujourd'hui, tu pourrais techniquement apprendre n'importe quoi en ligne. Mais je pense que les études et les écoles, ils apportent une fondation, structure que tu ne peux pas avoir en ligne. Ou tu peux l'avoir, mais ça va t'aider à mieux apprendre à travailler avec les autres. Ça va t'apporter une structure. Puis si tu n'es pas entrepreneur qui est capable d'apprendre sur le tas, puis être capable d'être réceptif, rapide, les études peuvent être bons pour t'aider à te structurer, t'aider, etc. Moi, c'était pas pour moi. Je te dirais pas peut-être jamais, mais à l'heure actuelle, c'était pas pour moi. Je trouve qu'on est où ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est plus une nécessité comme c'est l'était à l'époque. Évidemment, comme je disais, ça a une structure, ça a une importance. Puis même, je te dirais, ça t'apporte une communauté qui a une valeur aussi assez importante. Puis ça, des fois, on l'oublie. Mais c'est ça. Excuse-moi, là, j'ai sauté sur ça. Mais c'est rapide, très bon mais... parce que tu sais, les raisons pour lesquelles on va s'investir dans un programme, peu importe ce que c'est, de retourner sur les bancs d'école, c'est ça qui est très personnel, finalement. Puis ils peuvent être différents d'une personne à l'autre. C'est ça, c'est très personnel. Dans mon cas, moi, c'était... J'avais fait une dizaine d'années dans le secteur privé, à peu près l'équivalent dans le secteur public. Puis j'arrivais comme pas loin de ma quarantaine, puis je me disais, j'aimerais ça aiguiser ma scie un petit peu. Là, un peu comme tu sautes à chainsaw, tu coupes. À un moment donné, ça ne coupe plus autant, là, mais tu vas y mettre un peu plus de force pour passer à travers ta bûche, puis tu vas en reprendre. Ça va comme te prendre un peu plus de temps. Puis des fois, juste de aiguiser ta scie, prendre le temps de réfléchir et de revenir. Tu vas peut-être mettre moins d'efforts, puis tu vas en couper aussi vite, puis tu vas pouvoir continuer peut-être avec des pratiques plus efficaces. C'était un peu dans cet esprit-là que moi je le prenais, puis je trouvais que d'arriver à cet âge-là dans un programme exécutif avec d'autres personnes qui ont à peu près le même profil, là, qui ont déjà géré des employés, géré des entreprises, ça pouvait, donner un plus grand rayonnement à mon réseau. Ce pas juste des gens que je connais, mais des nouvelles personnes. Puis, je l'ai décidé de le faire en anglais, d'avoir le bon vocabulaire d'affaires en anglais. Puis tout ça. Fait que moi, j'ai trouvé mon compte là-dedans. Mais une chose qui m'avait bien marqué, c'était qu'on me ramenait avec des principes de mathématiques, d'algèbre, de gestion, de plan financier, de compréhension. On était beaucoup là-dedans. Puis souvent, je posais des questions. Je disais, on va-tu explorer tel aspect? On me disait, that's soft skills. Ça, c'est des compétences molles. Je ne sais pas c'est quoi la bonne traduction de ça, mais disons, ça me donnait l'idée qu'il y avait des trucs sérieux d'affaires qu'il fallait bien maîtriser. Puis le reste, c'était du soft skills. C'est le fun, mais c'est pas le cœur. Alors que de plus en plus, ce qu'on est en train de vivre, puis ce qu'on disait tout à l'heure sur les formations que tu donnes à ton personnel, c'est pas les hard skills là, de mathématiques puis de comprendre, c'est dans le soft skills. Puis c'est de plus en plus ça que, je pense, les entrepreneurs ont besoin.
sais, l'interaction avec les employés, la gestion du changement, la gestion de la performance comme telle, c'est tous des trucs qui font partie du quotidien, mais qui demandent du savoir-être d'abord, de bien utiliser les valeurs, notre fondation, puis de mettre ça en pratique. Tous les trucs que tu as mentionnés un petit peu plus tôt, moi, je trouve que ça fait un gestionnaire, un leader solide. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de, tu sais, il y a une histoire que j'écoutais, il y a quelqu'un qui coupe du bois, puis il coupe pendant 12 heures straight. Puis il y en a un autre qui part, il s'en va prendre 1 heure de break, il revient. Mais à la fin, il coupe le même nombre de bois. Puis il dit au gars, il dit, comment ça que comment ça que comment tu arrives à couper le même nombre de bois que moi, mais toi, tu prends comme 4 heures de repos au courant de ta journée. Il dit, oh, I go to sharpen my axe. Mm-hmm. Puis c'est un peu qu'est-ce que tu as dit. Puis c'est pour ça que je disais, d'ailleurs, c'était pas pour moi peut-être au moment, mais je pense que à un moment donné, oui, parce que je veux sharpen my axe, parce que je veux être encore meilleur comme entrepreneur, puis apprendre des hard ou soft skills. Je pense que les communautés, les universités, les collèges, c'est toutes des affaires qui sont importantes. Je pense qu'il y a des changements au niveau des études qui devraient se faire, mais ça, c'est tout un sujet. Ouais, je suis d'accord. Mais j'y crois tellement. Mais il y en a des écoles ou des programmes qui ont changé de gear, là, qui ont embrayé en 4, 5, là, qui sont sur des programmes plus accélérés. Il y en a qui ont fragmenté des programmes aussi, donc tu peux aller chercher des certificats, faire un cumul de ça, des formations en entreprise qui donnent des crédits. Je pense que c'est toutes des affaires importantes. Il y a plein de modèles. Puis tu as raison, en ligne aussi. Puis même sur l'intelligence artificielle, combien de fois j'ai entendu des entrepreneurs dire j'ai besoin d'un plan de gestion de changement. Puis ils ne savaient pas nécessairement ce que ça pouvait inclure. Puis avec leur recherche, le système non seulement leur donne la structure, mais même des petits pointers, des questions à poser. Fait que tu peux évoluer même avec les technologies, c'est qu'ils peuvent te donner des outils pour faire un bout de chemin, du moins, t'équiper, te mettre dans le bain, te donner une compréhension d'un sujet. Puis c'est tous des nouveaux outils maintenant qui sont à notre disposition comme ça. Là. Fait que faut en profiter, moi, je pense. Moi, Dan, j'avais une question à te demander. Ça fait un certain temps. Une de mes faiblesses en tant qu'entrepreneur, c'est que ça bouge jamais assez vite. Puis je suis très passionné, puis j'ai pas de patience. Voilà, ça c'est la faiblesse d'Alex, le PDG du groupe Royal, c'est que j'ai pas de patience. Moi, je vois une idée, let's go, on y va, c'est tout de suite. On embarque, on pourrait se lever du podcast, partir tout de suite, puis on pourrait aller le faire. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil, parce que je sais que tu es un expert dans les communications, gestion de crise, comme on vient de dire. Mm-hmm. Qu'est-ce qui serait une genre d'opinion que toi, tu pourrais donner à moi, mais que je suis sûr que d'autres entrepreneurs pourraient profiter de ça? Puis, c'est deux questions, vraiment. Puis, je vais te laisser répondre celle-là, mais j'ai une autre sous-question qui va suivre avec que tu as vécu dans ta vie. Donc, c'est quelque chose une expérience que tu as vécue. Mm-hmm. Puis, je veux savoir comment tu as fait pour gérer ça. Parce qu'il y a des moments où j'ai vécu ça, je vais vivre ça. Et je veux savoir peut-être comment que tu pourrais m'aider à être capable de gérer ces trucs-là. Donc, c'est une bonne patience pour la question. première. Oui. C'est quelque chose que j'entends souvent des entrepreneurs. Je discutais avec un entrepreneur de la région, justement, et je pense qu'il a une idée à tous les jours, puis une nouvelle idée, puis il l'a fait, puis ça fonctionne. Il y a deux choses, moi, souvent que je vais communiquer ou que je vais soulever, puis c'est pas une recette nécessairement, mais c'est des trucs qui peuvent aider. Je trouve que c'est toujours pertinent de se faire un plan de match. Tu sais, avant une game pour une équipe de sport,
il y a un plan de match. Puis dans le plan de match, il y a certains coups qui sont pratiqués d'avance avec les équipes. Alors, quand le coach dit, bon, ben, au football, par exemple, on va faire le jeu 27 ici, là. 27. Les gens, l'équipe, les membres savent exactement comment bouger puis comment se positionner sur le terrain. Fait qu'ils vont pratiquer ces coups-là, puis il va y avoir un plan de match. Pour une entreprise, c'est un plan stratégique, bien souvent. C'est pas obligé que ce soit une grosse brique qui est mise sur une tablette, mais c'est ton étoile. C'est dire, moi, je m'en vais là, puis il y a 4 étapes que je dois franchir, puis je sais quelle étape, je sais comment amener mon équipe, c'est le fellowship que je parlais tantôt, puis c'est là que je m'en vais. Donc, un plan stratégique, pour moi, c'est un élément assez essentiel. Quand je suis allé te visiter à ton bureau, puis je suis allé quelques fois, je la voyais, ta bannière. C'est une bannière, c'est pas un document de 48 pages, mais tu étais capable de me l'expliquer. Tu étais capable de me dire tes prochaines étapes, où tu voulais aller. Il y avait une mission, une mission d'entreprise qui était assez claire. Tu étais capable de l'imaginer dans ta tête, tu étais capable de me l'expliquer. Puis, beaucoup de tes employés à qui j'ai parlé étaient capables de me dire aussi ta vision parce qu'elle était très concrète. Quand tu es capable d'avoir ça, je pense que la prise de décision pour une idée, est-ce que c'est fidèle à là où on va aller? Si la réponse est oui, si la réponse est claire, la décision, c'est sûrement oui. Donc ça, c'est un premier élément, moi, que je conseille tout le temps. Puis, de faire l'exercice en soi, c'est assez révélateur pour n'importe quel entrepreneur. La deuxième chose, c'est de faire attention à soi. Parce que les idées, il va en avoir tout le temps. Mais à un moment donné, on peut s'épuiser. Puis, certains entrepreneurs à qui j'ai parlé ou avec qui je travaille, c'est pas mal des one-man shows. Là. Eux autres, ils drivent, puis ils savent, puis envoient, puis on va créer un autre. Et à un moment donné, le burn-out, il est comme pas trop loin. Là. Il fait juste rôder, puis il attend à quel moment il va te sauter dessus. Donc, de faire attention à soi, de ne pas trop s'en mettre ses épaules, de déléguer, apprendre à déléguer, ça c'est souvent difficile, mais de faire attention à soi dans l'exécution de tout ce qu'on veut faire, de prioriser, tout ça, là, ça fait partie de faire attention à soi, c'est primordial. Mais si je pourrais... j'adore le fait que tu as dit ça, à cause que moi, je suis quelqu'un qui ne croyait pas dans le burn-out. Je dis, ça, c'est un mythe. C'est pour les faibles, ça. C'est pour les faibles. Ben oui. Ça n'existe pas. Mais je vais te dire que dans ma carrière, ma pire année de performance, c'était l'année passée, croyez-le ou pas. Alors que tu étais partout, puis en déploiement. Puis, C'est ça. Mais je te dirais, souvent en retard dans mes idées, dans ma documentation, dans l'avancement. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste trop. Puis j'étais fatigué mentalement. Mm-hmm. Puis physiquement, j'ai vécu une situation de santé physique, mais je ne voulais pas arrêter. Moi, je dis souvent, moi, je suis comme un train. Là. Soit tu embarques ou on te prend avec nous, mais c'est le choix de décider. Puis je suis un entrepreneur qui est comme dans ta face. Puis si je vois un problème, je l'attaque head-on. Puis j'ai pas peur de perdre de l'argent, j'ai pas peur de mettre du temps, j'ai pas... Tu sais, je dis, s'il y a un problème, là, moi, je vais apporter ton camping kit, là, puis on va camper dans le bureau, puis on va vivre là pendant une semaine ou jusqu'à deux. Temps qu'on le règle. trouve Puis la ça, solution. c'est sincère. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que je te dirais que j'étais très fatigué, je le voyais pas, puis j'ai fait des erreurs en tant qu'entrepreneur. J'ai pris des décisions que normalement, je n'aurais pas prises. Mais je voulais juste une solution rapide, parce qu'il fallait que je me soulage un peu de cette situation, cette fatigue. Ouais. Donc, une chose que j'ai appris, c'était que fallait que je prenne soin de la machine qui prend soin de la machine. Ouais. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Puis, je me sens assez à l'aise de dire ces choses-là parce que c'est vraiment des vraies expériences, de vraies choses. Mais c'est bon parce que ça m'apporte vers ma deuxième question. Donc, on parlait de victoire puis de perte. Mm-hmm. Tu n'as pas eu la victoire que tu cherchais. À la dernière campagne électorale, en C'est effet. Ça. Ouais. Donc, ma question, c'est,
Moi aussi, j'ai vécu des pertes, puis j'ai de la misère à passer à travers. C'est quoi, encore une fois, je veux juste comprendre, toi, comment tu as fait face à la musique, de perdre, revenir, se relancer, puis avoir le courage de revenir, puis pas juste, tu sais, pas juste, ah, on a perdu, on va se pogner un petit emploi, puis on attend dans 4 ans, ou dans ton cas, 1 an à peu près, avant de relancer. Comment tu as géré toutes ces émotions? Comment tu as géré le relancement? Puis comment tu gères au niveau de peur dans la famille? C'est pour moi, c'est important parce que moi, souvent, mon erreur, puis pourquoi je te demande cette question-là, c'est que des moments où j'ai fait des décisions qui ont fait une perte pour mon entreprise, c'était pas la meilleure décision, mais mes émotions, je les ai apportées à la maison. Puis tout le monde à la maison sent ces émotions-là. Donc, comment est-ce que tu as géré ça, Daniel? Il y a un vieux sage qui disait à un moment donné, la force d'un homme, c'est de sa capacité de se relever quand il est à terre. Puis ça, c'est toute une leçon de vie quand on fait face à je dirais pas des échecs, mais quand ça ne tourne pas vraiment de la façon qu'on veut. Dans les études que j'ai faites du MBA, c'était très lié à tout ce qui était innovation en entrepreneurship, puis beaucoup de contacts, beaucoup de projets avec des startups. Plusieurs entrepreneurs, souvent des nouveaux entrepreneurs là, qui arrivaient sur le marché parce qu'ils avaient une bonne idée, puis ils voulaient matérialiser ça, créer une entreprise. Et souvent dans ces histoires-là de start-up, c'était une série d'échecs qui menaient finalement à un succès. Mais ils avaient passé une série d'échecs. Donc, c'était des entrepreneurs qui ont dû souvent se relever puis modifier. Edison, c'est quoi sa citation? C'est il n'a pas eu 1000 échecs, mais il a trouvé 1000 façons que ça fonctionne pas pour arriver finalement à la bonne idée. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et tout le monde en subit des échecs ou ils doivent mettre le genou à terre parce que ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Moi, dans les 3 dernières années ou 4 dernières années, j'ai eu mon lot aussi. J'ai été 16 ans comme cadre dans la fonction publique fédérale, réorganisation soudaine en plein milieu de la pandémie, puis mon poste et 4 autres postes étaient abolis. Je devais finalement me repositionner super vite. On était en pleine pandémie, personne n'engageait dans les ministères. Je me suis retrouvé face à pas grand-chose finalement. J'ai fait le saut en politique municipale avec la mairesse Bellil et le mandat a terminé plus tôt que prévu. Je me suis retrouvé aussi un peu dans la vulnérabilité, plus d'emploi. J'ai fait le saut en campagne électorale. J'avais une belle équipe, énormément d'énergie. Puis le sort a fait que ça a été un résultat différent que je voulais. Est-ce que ça, c'est une série d'échecs? C'est une série de situations qui n'a pas été comme je pensais que c'était pour être. Mais à chaque fois, ça m'a permis de réfléchir puis de réaligner ma voile, disons. Tu sais, quand tu perds l'emploi dans la fonction publique, je venais d'acheter la maison, ma conjointe est enceinte. C'est comme une grosse pression sur mes épaules. J'ai trouvé ça difficile. Je pense que j'ai fait 100 processus pour être embauché dans d'autres emplois. 100. Parce que je les avais dans un fichier sur mon ordinateur. Chaque fois, je devais faire une lettre de présentation, ajuster mon CV. À chaque fois, c'était 3 heures là, de temps que tu investis là-dedans. Des fois, pas d'appel. Des fois, un appel, un examen. Des fois, ça finit là. Des fois, une entrevue. Des fois, tu es dans un bassin. Mais en bout de ligne, peu importe le travail que tu donnes, il y a eu 0 résultat. Ça, j'ai trouvé ça terriblement difficile. Puis, la campagne électorale, honnêtement, je ne l'ai pas vécue comme un échec. Je l'ai faite intensément.
avec une équipe formidable. J'y allais pour les idées, avec toutes mes convictions. J'y allais pour les vraies raisons, de vouloir m'investir dans ma communauté, mais à un niveau là, assez intense, à la mairie. Puis, puis ça n'a pas fonctionné pour décrocher le poste en bout de ligne, mais je ne me suis pas retrouvé en dessous d'une table en train de pleurer à la fin. C'était une expérience humaine formidable d'aller à la rencontre des gens dans ma ville. Quand est-ce qu'on fait ça? C'était positif, là, toute cette campagne-là et tout. Puis j'ai beaucoup appris. Puis ça m'a exposé à beaucoup de personnes. Puis curieusement, quand tout ça s'est terminé, oui, il y a eu une pause où il n'y avait plus rien. Puis c'est stressant parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est grâce aussi à ça que je suis allé me chercher des contrats, on m'a invité à participer à des projets. Et je vous dirais, l'appel le plus surprenant, c'est quand j'ai eu l'appel de la station de radio pour me dire « Ça te tente-tu de commenter l'actualité municipale sur nos ondes? » Et ça m'a ramené à quand j'avais 12 ans. C'était ça que je voulais faire dans la vie. Exactement ça que je voulais faire dans la vie. Ça, si j'entends bien, c'est comme... Il y a un bigger plan, il y a un plus Ouais, grand picture. Juste fais confiance à qu'est-ce qui s'en vient. Puis peut-être ça fait ésotérique, là, fais confiance à la vie parce que tu auras les signes au bon moment. Mais écoute, vraisemblablement, ça a marché à tout coup pour moi. Donc, de ne pas perdre confiance. C'est sûr qu'à un moment donné, en répétition, quand on envoie son CV ici et là, puis que ça ne marche pas, on se dit, ben écoute, je dois être pas bon. Personne ne veut de moi, je ne suis pas bon. Ça doit être ça. On peut penser ça. Puis ça nous traverse l'esprit, puis ça nous jette à terre. Mais si on ne perd pas espoir, si on garde confiance en qui nous sommes, si on est bien entouré, tu sais, ma conjointe est là qui a toujours été très sportive, était là à tout moment, puis elle n'a jamais mis de pression. Tu sais, quand tu es bien entouré comme ça, puis que les gens te rappellent ta valeur, ben les occasions, finalement, on dirait qu'ils se présentent, puis il faut les saisir. Puis moi, j'ai décidé de fonder ma propre entreprise à un moment donné pour justement accepter les différents mandats qu'on me présentait. Puis cette entreprise-là, elle n'est pas bien grosse, hein? C'est moi principalement, mais elle est grosse aussi. Puis elle me donne une liberté que je n'ai jamais vraiment eue finalement. Et toutes les choses que je souhaitais faire depuis le début de ma carrière, bien, j'ai l'impression que là, j'ai pas mal tous les ingrédients, puis je suis capable de faire des recettes, puis de faire une différence. Finalement, d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé au départ. Et je suis très heureux, je suis très bien, très serein avec ça. Bien, je te dirais merci d'avoir partagé quand même, d'aller vraiment dans l'histoire réelle de ce que tu sentais. Puis, tu sais, quand tu parlais, là, j'étais en train d'envisionner, genre être derrière l'écran en train de préparer le prochain CV ou toutes les transitions que tu as faites. Donc, je te dirais merci, Daniel, de partager ça. Puis, c'est pas... ça vient juste montrer que c'est pas extraterrestre d'avoir un échec ou quelque chose. Tout le monde est en train de le vivre dans leur propre façon. Puis comment que ça va se manifester après? Mm-hmm. C'est quoi les résultats que tu vas avoir après? Ça reste à voir. Mais une porte fermée, c'est juste une porte qui est fermée, mais qui permet l'opportunité d'ouvrir une autre porte. Puis j'aime le fait que tu as dit que tu avais aussi ta femme qui te supporte, qui était là pour toi, à cause que il n'y a pas une ancienne expression qui était dite, qu'on n'est pas en train de vivre aujourd'hui. Derrière tout homme fort, il y a une femme encore plus forte derrière lui. Donc, Et il dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Moi, je ne suis pas bien grand à base, c'est que derrière un petit homme, il y a une grande femme. Mais une belle équipe. J'adore. Puis aussi, quand je suis devenu père il y a quelques années, puis je suis bien sensible à ça. Tu sais, le message qu'on transmet à notre gang là, qui nous regarde, là, tu sais, Ouais. papa qui s'effondre, qui se relève, puis qui continue, puis qui regarde d'autres possibilités. Les filles voient ça, puis moi, je pense, tu sais, on parlait de valeurs, tantôt de fondation. J'essaie de leur démontrer que il faut avoir confiance en ses moyens, puis continuer. Parce que même les échecs, on va les vivre et il faut trouver des façons de les surmonter pour avancer.
C'est la seule façon d'arriver à ses objectifs et une belle vie, moi, je pense. Mais je te dirais merci, Daniel, d'avoir venu participer aujourd'hui avec moi, de permettre à d'autres un peu de rentrer, connaître un peu qu'est-ce qui se passait dans les dernières 5 ans dans ta vie, puis que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, puis qu'est-ce qu'on voit des fois, c'est peut-être pas le cas, mais qu'est-ce qui est bien, c'est que derrière chaque échec, c'est une leçon. Derrière chaque changement, il y a une autre opportunité qui va se manifester d'une façon, puis d'être humble, puis le dire, puis le partager, puis se faire... Moi, au départ de ce podcast, quand je l'ai commencé, c'était... Je voulais que d'autres entrepreneurs, d'autres futurs politiciens, d'autres citoyens qui voient qu'il ne vit pas les problèmes tout seul. On a tous des problèmes. Puis il ne vit pas les réussites non plus, parce que ce n'est pas juste des conversations d'échecs, mais c'est toutes des réussites. Donc, d'être se relancer en affaires, puis d'être capable de devenir entrepreneur. Moi, je pense que les entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de vivre. Comme j'ai dit tout à l'heure, un entrepreneur, il vit dans l'incertitude. Continuelle. Tout le temps, Ouais. tout le temps. Mais tu vois, j'ai été fonctionnaire 16 ans. Ah, job assuré, fonds de pension, toi, t'es gras dur. Mais j'ai quand même fait face à une réorganisation qui m'a sorti de ça. Hey, il faut le faire, parce qu'on me disait, à moins que tu tues quelqu'un ou que tu voles, c'est une job assurée pour la vie. Alors, l'assurance d'avoir des choses pour la vie, maintenant, là, c'est un peu moins sûr. Donc, d'être habile à faire face aux changements, à être rapide, à pivoter, je pense que c'est des valeurs extrêmement importantes à développer dès le jeune âge, parce que comme entrepreneur, comme personne, même dans la fonction publique fédérale, il va falloir y faire face tôt ou tard. Oui. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup encore une fois, Daniel. Merci de ton invitation. C'était très apprécié. Je t'invite maintenant d'inviter le prochain que tu aimerais qu'il partage son histoire puis qu'on ait une conversation sans filtre. Tu voudrais entendre? Un qui pourrait être très intéressant, je pense, c'est un entrepreneur qui a 30 000 idées puis essaye de toutes les faire. C'est quelqu'un qui, vers la fin de sa trentaine, a décidé de poursuivre son rêve qui était de faire de la cuisine et de mixer ça aussi avec son sens de l'humour. Alors, c'est un profil assez particulier. Il bouillonne d'idées et puis à chaque fois, ça marche. Que ce soit dans la rédaction de magazines, de services de traiteurs, de bouffe préparée dans les épiceries, jusqu'à l'ouverture récemment de son propre café, Les Trois Colombes. Pas Les Trois Colombes, ça c'est la chanson, mais Les Trois Licornes, qui est une référence à ses 3 enfants. Qui participent aussi à l'entreprise. Moi, je pense que c'est une histoire extraordinaire qui pourrait venir vous raconter ici à ton podcast. Et son nom, c'est Mathieu Maurice, alias l'imposteur culinaire. Alors, je t'invite personnellement à venir sur cette chaise-ci.